Voilà, la belle fin de Et t'as vu ça ? chronique de Marine, oui, puisqu'il est temps de faire un peu cette séquence papote-débat qu'on aime bien dans le CSC. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler un peu sur cette Coupe du Monde 2023 de rugby. On va parler, on va commencer par la fin, en quelque sorte. On va partir de la finale. Est-ce que l'Afrique du Sud, qui a gagné donc cette Coupe du Monde, la 4e de son histoire, est-ce que l'Afrique du Sud est un beau champion, selon vous, par exemple ? Question qui peut être anodine, mais au vu de cette compétition, ils nous ont quand même éliminés. Ils ont fait une phase de poule solide, alors qu'ils étaient champions en titre et qu'ils auraient pu un peu avoir des défaillances. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce champion ? Vas-y. C'est toujours un beau champion quand on pense que quand même les Sudaf ils ont 4 Coupes du Monde, donc on pourrait pas dire c'est pas un beau champion, en sachant que ils font quand même le doublé. On sait que c'est pas rien, il y a que les Néo-Zélandais qui l'avaient réussi, mais c'est vrai que sur le papier, quand on regarde la finale, 0 essai du côté sud-africain. Sur les 4 finales qu'ils ont gagnées, j'ai regardé, 3 fois ils ont pas marqué d'essai, donc ça montre quand même que ce jeu de dépossession qui est pas forcément très agréable à regarder, il marche. Et en tout cas, on retient le résultat, hein. C'est une belle équipe. Donc, je pense qu'on retient à la fin, c'est pas le nombre d'essais, c'est est-ce qu'on gagne cette Coupe du Monde, le nombre d'étoiles qu'on a sur le maillot quand on joue. Et les Sudaf, ils réussissent ça. Donc voilà. Gagner quart de finale d'1 point, gagner la demi-finale d'1 point, gagner la finale d'1 point, c'est quand même pas anodin, en tout cas. Non, c'est sûr, c'est 3 victoires qui forcent le respect, hein. Je pense qu'on peut pas dire qu'ils méritaient pas de conserver leur couronne, mais après, est-ce que c'est un beau champion ? Enfin, en fait, c'est forcément un beau champion, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que leur jeu, on avait l'impression que c'était plus de détruire celui de l'adversaire plutôt que de construire le leur. Et du coup, dans ce sens-là, j'ai envie de dire, j'aurais préféré nous voir champion, quoi. Mais bon, on avait l'impression que toutes les planètes étaient alignées. Et bon, la plaie encore là. Ouais, ce quart de finale-là, en tout cas, aussi pour revenir sur le côté compétition, on n'est peut-être pas les 3 plus fervents supporters de l'Ovalie ou fervents supporters du rugby, mais vous, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'à partir de ce quart de finale, l'attention, en tout cas des Français, de nous aussi, suiveurs du sport, a vraiment dégraissé fort ? Ouais, je pense que c'est... peut-être que nous, en tant que supporters, on attendait les Bleus gagner. On avait beaucoup d'espoir, et puis tout d'un coup, quand on a perdu, et en plus on a perdu d'une tellement belle manière, entre guillemets, qu'on se voyait champion. Enfin, on se voyait champion face à l'Afrique du Sud. Après, on aurait bien aimé aller jusqu'au bout, hein, mais c'est vrai que, franchement, je pense qu'il y a eu un peu ce fait de on boycotte parce que les Sud-Africains ils nous ont volé la victoire, donc on boycotte. Mais c'est vrai que d'un point de vue rugby aussi, si on parlera peut-être sans doute après, mais le fait que ces quarts de finale arrivent si tôt dans la compétition, c'était pareil, hein, l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande de l'autre côté. C'est vrai que on peut remettre en cause ce tirage au sort qui a eu lieu en 2020, basé sur l'IRB de 2019, fin 2019. Donc c'est vrai que ce point de vue-là a aussi joué sur l'attraction, je pense, des matchs. Mais en soi, la finale, c'est quand même une belle affiche. Et c'est vrai que les demi-finales étaient sans doute à désirer. Ouais. Peut-être pour revenir sur ce que tu soulignes là, on en a aussi beaucoup parlé, nous, pendant les semaines de compétition dans le Campus Sport Club, par rapport à ce tirage-là, donc, qui a fait que, inévitablement, presque, en tout cas, les 4 meilleures nations mondiales se croisaient dès l'écart. Donc, 2 sortaient dès la sortie des phases de poule. Question peut-être sur le format. Ce format à 20 équipes, mais en 4 poules de 5. Avec une équipe exempt qui a aussi fait ce format-là sur 8 semaines. 8 semaines, si je dis pas de bêtises. En tout cas, de début du 8 septembre au 29 octobre. Donc quelque chose de conséquent. Est-ce que c'est un format, comme en plus on en a déjà parlé dans une précédente émission, puisque la World Rugby va passer à 24 équipes. Est-ce que ce format-là, vous l'avez trouvé quand même intéressant sur le papier ou était quand même à retravailler? Non, je pense que le format il est intéressant. Après, comme tu l'as dit, ça a duré presque 2 mois, ça a duré 7 semaines.
Donc là, c'est un format qui est long. Après, les temps de récupération au rugby, c'est ce que ça nécessite. Donc c'est évidemment normal. Mais ouais, je pense que le format, du coup, il a un peu... La durée, je pense que ça a un peu fait perdre de l'engouement aux non-amateurs de rugby. Et que du coup, le fait... Enfin, moi, en fait, ce qui me fait surtout peur quand on va allonger le nombre d'équipes, c'est déjà là, on a vu des scores. L'adversité, toi. C'est l'adversité. Les cartons, on a vu des 76-0, des 96-0. Là, on va encore rajouter des outsiders qui sont pour l'instant vraiment pas au niveau. Alors, moi, c'est surtout ça qui me fait peur plus que le format. Après, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Marine. C'est vrai que quand on voit que. Est-ce qu'on a envie, nous, Français, on a envie que la France mette 96-0 face à la Namibie. Mais c'est vrai que ça pose aussi des questions de physique, parce que 96-0, on a vu Antoine Dupont qui se prend un carton face à la Namibie. C'est vrai que ça pose aussi ces questions-là. Est-ce que d'un point de vue physique... Carton, pas carton jaune, on va entendre un tampon, un tampon, un oui, gros c'est coup ça. Dans une partie du corps que tu maîtrises mieux. La mâchoire zygomatique, on a tous... Non, vraiment, on a tous appris ce mot. Là, juste à côté de l'oreille, à gauche, là. Donc c'est vrai que moi je me pose cette question est-ce que c'est vraiment raisonnable de mettre une telle différence de niveau entre les équipes? Après, le problème en tout cas d'une Coupe du Monde, c'est que tu peux pas vendre une Coupe du Monde avec l'image qu'il n'y a que 10 équipes ou 12 équipes, soi-disant parce que ensuite l'écart de niveau est trop important, sachant qu'il y a quand même l'occasion d'avoir des belles surprises. Le Portugal qui gagne son premier match, des petites nations comme ça, les Fidjiens qui ont vraiment excellé. À l'inverse, les Australiens ont vraiment pas du tout au rendez-vous, les Gallois qui ont un tout petit peu sauvé les meubles et encore. Et un autre peut-être point pour revenir sur aussi l'entièreté de cette Coupe du Monde, en tout cas le côté organisationnel. Déjà, je trouve que est-ce que c'était sympa d'avoir autant de matchs à Pierre-Mauroy, nous qui étions dans le Nord, et surtout même juste de manière globale de toucher l'Ovalie vraiment à toute la France, et on voit sur les écrans, on voit dans les stades que la fièvre a vraiment pris en tout cas. Ouais, c'est vrai que la fièvre a vraiment pris. C'était assez fou comme ambiance parce que les stades étaient pleins à craquer, mais peu importe l'affiche, peu importe l'endroit, c'était vraiment plein tout le temps. Et du coup, je pense que le pays s'est vraiment mis à l'unisson. Il y avait des affiches qu'on n'aurait pas forcément imaginées et qui étaient vraiment pleines à craquer. Et c'était fou comme ambiance. Donc j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et à Pierre-Mauroy, c'est un plaisir. Hein. Vous avez pu, parce que dites-vous que je n'ai pas fait un match à la Coupe du Monde. J'ai loupé l'occasion. Vous en avez fait un ou pas? Non plus? Non, moi j'ai essayé d'avoir France-Uruguay, mais j'avoue que c'était un peu dur. Ouais. Et après... C'était le seul match des Français à Lille. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Il y en a eu d'autres, il y en a eu un paquet à Lille, des matchs. Mais le seul des Français, c'était celui-là. C'est bien que pratiquement toutes les villes de France aient eu les Français, Paris, Lyon. Donc c'est vrai que Marseille aussi, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça permettait aussi à toute la France de voir les Bleus. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien justement de répartir un peu ces matchs des équipes de France. Et puis ça permettait, nous on a eu pas mal de matchs des Anglais. On a vu quand même les Écossais, les Anglais, on les a vus en kilt à la grande place. Et je pense que c'était pas mal aussi pour eux. Je pense que c'était assez pratique d'avoir des matchs à Lille. Donc je pense que c'est presque à refaire, à repenser, de faire des Coupes du Monde comme ça dans les villes principales de chaque pays. Ouais. Sachant que, en tout cas, pour ce qui est des prochaines Coupes du Monde, je veux dire, dans le nombre de pays candidats pour accueillir une Coupe du Monde de rugby, il y a déjà pas beaucoup de grandes nations. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de nations qui candidatent, puisqu'elles savent aussi qu'elles n'ont peut-être pas les infrastructures ou le panel de supporters nécessaires. Et du coup, généralement, ça retombe assez fréquemment. En France, c'est déjà la 3e, il me semble qu'on organise. La dernière était de remonter seulement à 2007, alors que dans le football, tu peux bien attendre 50 ans avant de peut-être revoir la Coupe du Monde revenir sur ton sol. Donc l'avantage aussi, c'est que peut-être d'ici là, le format aura un peu changé, le nombre d'équipes sera peut-être supérieur à 20, mais la France pourra réaccueillir, j'ai l'impression, l'événement, que ça a très très bien fonctionné, surtout que depuis 2007, il y en a eu des stades, puisque c'est les stades de foot, notamment, qui ont été perquisitionnés en quelque sorte pour l'événement. Il y a eu aussi des histoires sur les pelouses. Ça, c'était aussi assez marrant, des pelouses qui ont subi face au match de rugby. En tout cas, là-dessus, ça a été pas trop mal.
et à voir du coup ce que ça pourrait donner pour la suite. Pour 2027, du coup, ce 15 de France, maintenant, on repart sur 4 années de préparation mondiale. Bah ouais, hein, je pense qu'il y a quand même de l'espoir avec cette génération. Elle nous a vraiment fait rêver et ouais, on a envie d'y croire quoi. Quand même, c'est pas possible que cette génération elle sorte pas avec un titre mondial, c'est impossible. Sachant que c'est une génération qui a une moyenne d'âge relativement jeune, et je pense que, en tout cas, presque le 15 titulaire, à 2-3 exceptions, puisqu'il y a eu déjà 2 retraites annoncées avec Antonio et Taofi Fenoy, qui, dans la foulée de la défaite, ont pris leur retraite internationale. Il y en aura d'autres, à mon avis, d'ici 4 ans. Mais pas grand monde, on va dire, peut-être plus sur des changements de poste selon le niveau de performance. Mais les 30 autres joueurs qui étaient là dans le groupe pourraient postuler à la prochaine Coupe du Monde, j'ai l'impression. Ouais, c'est un groupe qui est hyper prometteur et je pense pas qu'il y aura de gros changements, comme tu l'as dit. C'est vraiment un groupe qui peut juste encore plus s'étoffer et avoir de l'expérience nécessaire qui sera forcément utile pour 2027, quoi. Super. Voilà. Merci beaucoup les filles pour votre avis sur cette Coupe du Monde 2023 qui s'est achevée.